Je range mon bureau, c'est la numéro 100. Voilà, c'est le numéro 100. Alors en fait c'est faux parce que c'est la 104e, mais comme il y avait des vidéos qui avaient été en plusieurs parties en quelque sorte, c'est quand même aujourd'hui la 100e. Alors je pourrais tout simplement, et finalement c'est plus ou moins ce que je fais d'ailleurs, vous allez le voir, je pourrais tout simplement partir bien tiens, une référence littéraire, après tout on parle de littérature ici, le livre d'Enrique Villamatas pour en finir avec les chiffres ronds, et dire que bah voilà, c'est la 100e, ça n'a aucune importance, c'est un chiffre comme un autre. Bon, je ne fais pas tout à fait ça, puisque je commence par ce préambule autour du chiffre 100. Et puis je commence par ce préambule autour du chiffre 100, mais pas seulement. Je vais faire une vidéo comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle n'est pas préparée, elle est improvisée, c'est en pagaille avec les différents livres qui continuent de s'accumuler, ou que je n'ai pas encore eu le temps de chroniquer. Et en même temps, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre de ces livres dont on pourra considérer qu'ils peuvent proposer une sorte de, sinon de résumé, mais du moins de symbole de mes centres d'intérêt ou des centres d'intérêt principaux qui se dessinent depuis désormais 7 ans et demi sur cette chaîne YouTube et puis depuis un petit peu moins, quelques années, non, qu'est-ce que je dis, un an de moins sur ces vidéos Je range mon bureau. J'avais dû commencer ça en 2017, je crois. Voilà. Alors, ça veut dire donc que bah, aujourd'hui, pour cette spéciale Je range mon bureau numéro 100, c'est comme d'habitude et c'est un petit peu à part aussi. Et puis je ne sais pas très bien à quel moment je vais m'arrêter parce que je vais peut-être un peu être fatigué aussi. Alors je vais tout de suite me remettre un petit peu en contre-plongée. C'était alors un des symboles, c'était de se dire, ben voilà, je vous montre le t-shirt que je porte et qui est aussi, même si je chronique assez peu de livres qui relèvent de l'écologie, de la question de la protection de la nature, du changement climatique, parce que je lis surtout beaucoup d'articles en ligne et pas tant que ça de livres en fait sur le sujet. Hein, voilà, c'est évidemment un de mes centres d'intérêt principaux malgré tout, même si ça ne transparaît pas forcément toujours dans cette chaîne, ou alors même si ça transparaît à travers un certain nombre de fictions, notamment de fiction post-apocalyptique, fiction climatique, etc., dont il m'est arrivé de parler. Voilà, donc France Nature Environnement, si vous n'êtes pas adhérent France Nature Environnement, ben ça fait partie des associations auxquelles vous pouvez adhérer, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux et dont vous pouvez aussi lire les publications. Voilà, donc je repasse en contre-plongée légère. Donc vous continuerez à voir le hérisson de France Nature Environnement, mais vous ne verrez plus le nom de l'association. Alors, on va quand même finir, ça fait 3 minutes que je jacte presque dans le vide, on va finir, mais ça aussi c'est sans doute emblématique de ces vidéos, on va quand même entrer dans le vif du sujet, et on va parler de livres. Alors tiens, je vais faire une pile, avant de la redéfaire, histoire de vous dire, voilà, une partie de ce que... C'est juste une partie de ce que j'ai encore au frigo, des livres que j'ai lus et que je n'ai pas encore rangés. C'est le principe de Je range mon bureau. On ne va pas parler de tout aujourd'hui parce que je n'aurai pas la force, certainement, mais on va essayer de parler d'un certain nombre de ces livres. Alors, puisque j'ai dit qu'il y avait certainement une valeur un petit peu emblématique de certains de ces livres, eh bien, parlons-en. Je range mon bureau, c'est une série de vidéos dans lesquelles j'essaie de la manière la plus exhaustive possible, mais sans préparer en amont, sinon je n'aurais pas le temps de le faire, de parler de tous les livres que j'ai pu lire. Évidemment, les livres que je lis, ils sont liés évidemment à mes rencontres, ils sont liés à parfois une histoire qui date d'il y a plus de 30 ans pour un certain nombre de centres d'intérêt, et puis ça peut être lié aussi à des gens avec qui j'ai pu travailler, ou de gens que je connais. C'est le cas notamment d'Abdourahmane Ouaberi, et le livre d'Abdourahmane Ouaberi qui est sorti en septembre dernier, je l'ai lu immédiatement, mais je ne l'avais toujours pas chroniqué, honte à moi. Ben, c'est l'occasion peut-être de faire coup double un peu, et de le mettre en avant aujourd'hui avec d'autres, pour cette 100e. C'est donc le dernier roman paru d'Abdourahmane. Alors c'est comme le précédent un petit peu, c'est un peu une sorte d'autofiction quand même, parce que les personnages ne portent pas les noms. Hein. Par exemple, le narrateur ne s'appelle pas Abdourahmane, mais il y a un très grand nombre d'éléments qui semblent croiser ou être un peu à l'intersection aussi de l'autobiographie d'Abdourahmane Ouaberi, sachant que le centre narratif du texte, c'est l'histoire d'un professeur de littérature à l'université aux États-Unis, dont la fille tombe soudainement malade et doit être hospitalisée à Paris. Donc ils s'écrivent aussi des... Donc c'est un texte qui est
pas entièrement épistolaire, mais qui est constitué de messages que le père et la fille s'adressent. Le père s'appelle Aden, qui est évidemment aussi une métaphorisation de la côte des Somalies et de Djibouti, hein. Aden étant aussi lié à l'exoticisation par on va dire, les historiens, les géographes et les écrivains coloniaux de cette partie-là. Aden, ça suggère notamment Rimbaud, bien sûr. Donc il y a tout ce côté-là. Et donc là, le texte est en partie récit, en partie épistolaire. Et donc ça permet au personnage, en fait, toute cette espèce de maladie soudaine de sa fille et d'éloignement forcé dans lequel il se trouve, et l'occasion évidemment de raconter à sa fille un certain nombre de choses sur son ascendance et notamment sur la grand-mère d'Aden, qui est une figure très importante, et cette grand-mère que l'on a déjà trouvée dans un certain nombre de textes antérieurs d'Abdurrahman Waberi. Alors ce texte, il semble former une sorte de diptyque, pour le moment, peut-être triptyque, tétralogie, je ne sais pas à quel moment ça s'arrêtera, mais de diptyque avec le précédent qui s'appelle Pourquoi tu danses quand tu marches, qui était sorti, c'est ce que je voulais vérifier, en 2019 aux éditions La Thèse, que j'avais sans doute chroniqué à ce moment-là. Je pense aussi, et c'est pour ça que je voulais dire, pourquoi je parle d'Abdurrahman Waberi, Abdurrahman Waberi parce que je le lis depuis désormais 30 ans. Je l'ai rencontré pour la première fois pas loin de 10 ans plus tard, donc ça je l'ai lu beaucoup, j'ai même travaillé sur lui, j'ai écrit des textes sur lui avant de le connaître, on s'était rencontrés, et puis ensuite on ne se voit pas très souvent, parce que moi je suis très casanier, je bouge assez peu, mais on s'est suivi dès que les réseaux sociaux ont existé, on a renoué comme ça, et on a beaucoup échangé, et donc Abdurrahman Waberi, c'est quelqu'un avec qui j'échange, pas très souvent, mais avec qui j'échange régulièrement, et c'est toujours extrêmement riche. Et voilà, et donc je suis évidemment son œuvre. Oui, j'ai ouvert une parenthèse que je n'ai pas refermée, ça tiens aussi, c'est sans doute extrêmement emblématique. Tiens, regardez, on va remettre, voilà, on voit le livre là, oui. J'avais consacré une vidéo, je me rappelle, spécifique à l'œuvre de Waberi. Ça devait être la 30 ou la 31, j'ai pas revérifié, ça s'appelait Waberi. Ça faisait un alexandrin. Et c'était en fait juste après l'avoir accueilli à la fac, ça devait être en 2018 je crois, puisqu'il est venu donner une conférence, faire une sorte de rencontre avec nos étudiants, et notamment avec les étudiants de première année d'anglais. Et ça avait été très sympa, c'était au tout début du mouvement des Gilets jaunes, donc on avait parlé pas mal, il avait parlé pas mal des Gilets jaunes, il avait dit qu'il s'identifiait comme Gilet jaune aussi, ce qui avait surpris un certain nombre d'étudiants, parce qu'on s'attendait à rencontrer un écrivain, voilà, francophone / français, avec une identité multiple, dont j'avais dit qu'il avait été aussi professeur d'anglais à un moment donné dans sa carrière. Il ne s'attendait pas forcément à ce que cet écrivain arrive et dire moi je m'identifie comme gilet jaune. Donc voilà, donc il y a eu cette rencontre-là, et à la suite de cette rencontre, comme j'avais retravaillé pas mal sur les livres d'Abdurrahman, avant de les ranger, c'est le principe de je range mon bureau, j'avais fait une petite vidéo en reparcourant un petit peu la quasi-totalité de l'œuvre d'Abdurrahman. Voilà, donc ça c'était fin 2018, ça se retrouve. Donc voilà, pour cette spéciale numéro 100 de Je range mon bureau, je voulais vraiment saluer l'œuvre de Waberi, et certainement lire un extrait, après tout. Tant qu'il y a de la batterie, tant qu'il y a de la place dans l'ordinateur, et tant que moi je ne suis pas complètement cramé, on peut y aller. De cette enfance, je suis orphelin. Et comme tous les orphelins, je déteste ce passé en forme de paysage, car je déplore sa vacuité, son absence, sa béance. Je redoute toute forme d'absence. Papa la tige a disparu le premier, entre deux quintes de tout, emporté par une méchante pneumonie. Puis sa sœur, ma tante d'Aïbo, ma tante sans descendance, note bien, Béa, que je n'aime pas l'adjectif stérile que les gens lui ont collé sur le dos. Ensuite, grand-mère Cochise est partie dès que j'ai quitté mon quartier poussiéreux pour une résidence universitaire en Normandie. Le départ de ma grand-mère fut le plus douloureux de tous. Elle seule m'avait guidé, nourri, cajolé. Elle avait chanté mon nom sans discontinuer. Elle est morte depuis plus de 25 ans. Morte, mais pas disparue. Elle a rejoint les créatures invisibles dont elle connaissait si intimement les rites, les faits et les gestes. Ton arrière-grand-mère est morte, Béa, mais elle n'a pas disparu. Elle me rend visite assez souvent. Ici même à Washington.
Elle aime les petites maisons coquettes de mon quartier chaud. Elle tend la proximité, elle sent, pardon, la proximité du Potomac, le fleuve qui coupe la capitale comme une poire, de haut en bas. Elle aime sa puissance tranquille. Elle vient lui rendre visite aussi souvent que possible quand elle vient me voir. La distance ne lui fait pas peur. Elle fend les océans. D'où elle part, rien ne peut lui inspirer une quelconque crainte. De son manteau de dromadaire, elle couvrirait ton corps si elle était encore de ce monde. Elle s'assiérait sur le perron ici même à deviser avec toi, à décrypter pour toi le passé et le futur de Shaw. Elle accompagnerait tes pas et veillerait sur ta santé fragile aujourd'hui comme elle a veillé sur la mienne, si précaire du temps de mon enfance. Elle percerait le mystère du mal qui a enflammé tes articulations. Tu me suis ? Je suis certain que Washington lui plaît beaucoup. Cochise l'aime par-dessus tout au printemps, lorsque la ville exhale une odeur de terre mouillée et de bourgeons turgescents. Ta mère aussi aimerait être ici en cette saison. Comme toi, elle aime les promenades dans les parcs verdoyants du Mall. Mais toi, ce que tu préfères, c'est courir après les oiseaux qui picorent les vermisseaux autour des étangs, ou spiller les canards qui goûtent le soleil timide du printemps, ou imiter les joggeuses au petit trot et à la démarche lourde. Abdourahmane Ouaberi, Dis-moi pour qui j'existe, édition La Thèse 2022, parce que c'était la rentrée littéraire précédente, page 64-65. Et par contiguïté à la fois professionnelle, amicale et puis géographique, j'enchaîne avec ce texte-là, une parution plus récente, c'est sorti en 2023, Warsan Shire, béni soit cet enfant qu'une voix dans sa tête a fait grandir. Et alors, je disais contiguïté avec Abdourahmane Ouaberi. Pourquoi ? Parce que Warsan Shire, c'est peut-être actuellement l'écrivaine somalienne, somaliphone à l'origine aussi. Hein, c'est une poète anglophone, elle écrit en anglais, mais elle est de parents somaliens. Elle est arrivée très jeune, je crois. Elle est née au Kenya en 1988. Oui, c'est ça. Puis elle a émigré au Royaume-Uni presque immédiatement. Donc elle n'a pas vécu en Somalie, mais elle est née de parents somaliens. Et évidemment, sa langue paternelle est le somali. Donc voilà, première contiguïté. Pourquoi ? Parce que Abdourahmane Ouaberi, qui est d'origine djiboutienne, qui lui a quitté Djibouti beaucoup plus tard, comme d'ailleurs il y fait une allusion dans le texte que je vous ai lu. Il est parti à Caen, mais jeune adulte en fait, hein, pour ses études. Et bien évidemment, sa langue de départ, entre guillemets, c'est le somali. Donc première continuité, c'est pas du tout étonnant, puisque moi je suis spécialiste des littératures postcoloniales, en particulier de l'Afrique de l'Est, et en particulier de cette partie-là. Donc voilà, donc c'est pas du tout étonnant que je vous parle de ces textes-là. En revanche, la raison pour laquelle il y a une autre format d'analogie dans cette vidéo, dans laquelle j'ai envie de saluer, je peux pas saluer tout le monde, je pourrais pas saluer tout le monde, ça sera quand même un peu lié à l'actualité des livres qui se sont accumulés récemment, que je n'ai pas encore chroniqué, c'est la traductrice de ce texte de Warsan Shire. La traductrice de ce texte de Warsan Shire, c'est Sika Fakambi. Et Sika Fakambi, bien, comme Abdourahmane Ouaberi, il y a un peu plus longtemps, je l'avais invité à la fac à rencontrer des étudiants qui suivaient un cours que je faisais. C'était en 2015 et c'était autour de sa traduction du roman de Nia Kwai Park's Tale of the Bluebird, traduit aux éditions Zulma sous le titre Notre quelque part. Sika Fakambi, elle a eu plusieurs prix, je dis bien c'est elle qui a eu des prix, parce qu'elle a eu des prix de traduction, je crois le prix Laure Bataillon, notamment. Je ne suis pas très très bon sur ces questions de prix littéraires, donc je suis désolé, je travaille sans notes, sans avoir préparé, donc désolé si je me trompe un peu, mais voilà, donc elle a eu des prix de traduction, et c'est vrai que c'est une traduction remarquable, mais voilà, il ne faut pas non plus qu'à un moment donné, son travail sur Nia Kwai Park, ce qui a été le premier déclencheur, et la manière dont on s'est connus, dont on s'est rapprochés, dont on a commencé à travailler ensemble, Sika Fakambi et moi, il ne faut pas que ça cache le reste de son travail de traductrice, qui est un travail vraiment à la fois monumental et de très grande qualité. C'est une excellente traductrice. Ça paraît presque insultant d'avoir à le préciser, mais voilà, je le dis. Et donc, ça, c'est sa dernière traduction parue. Donc, c'est le second recueil de Warsan Shire. Elle avait traduit le premier déjà aux éditions Isabelle Sauvage, et là, c'est aux éditions Globe. Et c'est un livre qui est très chouette. Alors pourquoi ? Parce que les poèmes sont très très beaux. Je vais vous lire quand même à un moment donné
extrait. Je ne vais pas juste dégoiser et vous expliquer un peu la raison pour laquelle j'ai envie de saluer Sika Fakambi après avoir salué Abdourahmane Waberi ici. Tiens, tenez, là, vous l'avez, là, la maquette est vraiment pas mal. Regardez, est-ce qu'on a, voilà, traduit par Sika Fakambi. Voilà. Oui, je disais, le livre est très bien, je vais vous en lire un extrait. Le livre est très bien en tant que livre publié en France. Pourquoi? Parce que contrairement à un usage... Alors, dans l'édition de poésie en France, vous avez une sorte de quasi-tradition qui est de présenter le texte bilingue, ce qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup avoir accès à des livres de poésie en bilingue, même quand je ne parle pas beaucoup la langue, voire même quand je ne la parle pas du tout. J'aime bien avoir le texte original. Et très souvent, c'est le texte dit original. Quand on est traductologue, ce qui est mon cas, on parle de texte source ou de texte de départ. Et puis pour la traduction, on parle de texte cible ou de texte d'arrivée. Il y a les deux écoles, mais on ne parle pas d'original et de traduction en traductologie. On évite ça pour rappeler que ce sont des textes à part entière, l'un face à l'autre en quelque sorte. Et donc avec le texte cible sur la page de droite, traditionnellement. Dans ce livre, alors il y a une autre tradition qui commence un peu à se développer, que j'aime pas trop, qui est celle de ne pas avoir du tout le texte de départ. Donc à n'avoir que la traduction dans les ouvrages de poésie. Bien. Ici, les éditions Globe ont fait une sorte de best of both worlds, de choix dans lesquels on a les deux. On a à la fois le texte français et le texte anglais, mais sans avoir le texte en regard. Je vous explique. Ça commence par le texte français, ça veut dire que le livre, de la page... allez, je vais faire les choses bien. De la page... Je vais faire les choses bien si je trouve les numéros. C'est toujours ces premières pages qui sont jamais numérotées. 7, voilà. De la page 7 à la page... Oh là là, qu'est-ce que je suis nul, moi. De la page 7 à la page 76, vous avez le texte français. Et ensuite, de la page 77 à la fin, voilà, une page... 156, vous avez le texte anglais. D'abord la traduction française de Sika Fakambi, puis l'original. Pourquoi est-ce que je trouve ça très bien? Parce que en fait, on peut vraiment lire de manière autonome chacun des deux textes. Le texte anglais de Warsan Shire, le texte français traduit de Sika Fakambi. Et je trouve ça très bien parce qu'en fait, même quand on est face à un recueil de poésie traduite habituel, bilingue, classique, traditionnel, vous avez à chaque fois, sur chaque double page, le texte de départ et le texte traduit, le texte d'arrivée, face à face. Même si on se dit non, je veux lire que l'anglais ou je veux lire que le français, mais néanmoins, très très vite, on se retrouve à avoir les yeux qui font des allers-retours permanents et on lit une sorte de mélange permanent, un petit peu mutagène, comme ça, un petit peu dans tous les sens, des deux textes. Là, on peut se reporter au texte anglais quand on lit le texte français, mais on n'est pas obligé de le faire, et surtout, on peut s'empêcher de le faire. Ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, je trouve cette présentation très très chouette. Je vais vous lire quand même du Warsan Shire, et la traduction aussi. Ah oui, j'aime beaucoup celui-là. Le dernier de la deuxième partie, Bourhanbourg, il faut juste que je le trouve en français aussi. Alors, sachant que le Bourhanbourg, c'est un genre poétique somali, hein, c'est le titre du poème. Je ne sais pas si on voit comment ça s'écrit. Évidemment, je dois prononcer ça très très mal, mais je ne parle pas somali. C'est un genre poétique traditionnel réservé aux femmes, le Bourhanbourg. La poésie pastorale, orale somalienne est extrêmement codifiée, extrêmement riche. Donc voilà, je lis d'abord, est-ce que je lis d'abord l'anglais, est-ce que je lis d'abord le français? Je lis d'abord le français, on va faire ça dans l'ordre du livre. La femme au centre tourbillonne à en faire briller le blanc de ses yeux, tourne sans fin au milieu d'un essaim de femme qui ressemble tout à sa mère. Son garbassard de soie glisse, dévoilant des boucles noires serrées, les anneaux à ses oreilles se détachent, déchirant les deux lobes. Sa peau se couvre de perles de sueur, paillettes éparpillées sur le visage comme des fourmis fantômes. Les femmes se rassemblent en cercle restreint autour de son corps effréné, frappent des mains jusqu'au moment où quelque chose se dénoue, se défait, jusqu'au moment où quelque chose se manifeste. Ses molaires sont couronnées d'or, le col dégouline à ses joues. Les femmes frappent des mains jusqu'à voir des touffes lui pousser aux omoplates. Les femmes chantent,
Ikahai, Dihiga, Ikahai. Il monte, le sang monte. Béni soit la perfusion au cathéter de la féminité. Peu à peu, elle s'estompe comme pour se dissiper en lumière. Son pied est un bec au sol martelant, un millier d'Inkahar effacés. Toute parée d'or, ma mère, l'enfant marié, assise de côté, sans un sourire, sans un respire. Burhanbourg. The woman in the center whirls until the whites of her eyes shine, spinning endlessly inside a swarm of women who all resemble her mother. Her silk garbasar falls, exposing tight black curls. Her earrings snap away, tearing through both lobules. Her skin is covered in beads of sweat, glitters scattered across her face like ghost ants. The women form a tighter circle around her flailing body, clapping until something comes loose, comes undone, until something makes itself known. Her mollers are paved in gold, coal bleeding down her cheeks. The women clap until they see tufts emerge from her shoulder blades. The women chant, Yi-ka-ai, Yi-ga-yi-ka-ai. It's rising, the blood is rising. Bless the catheter sting of womanhood. She begins to blur, almost breaking into light. A foot, a beak, hammering the ground, 1,000 Inkahar erased. Adorned in gold, my mother, the child bride, sits to the side, unsmiling and breathing. Ça vient de sortir, Warsan Shire, traduit par Sika Fakambi, béni soit cet enfant qu'une voix dans sa tête a fait grandir. Je n'ai pas du tout parlé du recueil en tant que tel, allez voir, je n'ai pas besoin non plus de forcément toujours configurer, contextualiser, donner, voilà, c'est très beau, c'est une poésie qui est très mémorielle et très corporelle en même temps. Vous l'avez, j'espère, entendu avec cette lecture que j'ai un peu ratée. Bon, c'est toujours le problème de l'improvisation totale et et de l'enchaînement aussi des vidéos. Mais c'est plus beau que je ne l'ai donné à entendre, on va dire ça comme ça. Voilà, sachant que la reprise du Bless, 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 hein, qui est le titre d'un poème sur 3 à peu près, hein, reprend le titre, hein, et donc se retrouve de manière classique. Et donc il y a une sorte d'inversion ironique de la bénédiction qui est, alors sinon ironique, peut-être du moins en tout cas ambigu. C'est-à-dire il y a un rapport à la bénédiction et à la malédiction qui est quelque chose d'extrêmement somalien. Hein. Ça commence, le premier roman de Noureddin Farah commence par la malédiction. La première phrase, c'est la malédiction. Hein, From a Crooked Rib, et de la côte d'Adam, ça commence par la malédiction. Donc cette question de la malédiction et de la bénédiction, c'est extrêmement important. Et donc elle apporte une pierre très importante à cette esthétique de la bénédiction, mais avec, je trouve, oui, au moins beaucoup d'ironie, oui, post-coloniale, historique, etc. Mais enfin, voilà, j'ai dit que j'en parlais pas trop. Je vous laisse aller découvrir ce livre. Puisqu'on parle de rencontres, de ce qui compte pour moi, de la manière dont aussi ces vidéos Je range mon bureau ne sont pas liées directement à mon travail, mais forcément, dans les livres que je lis, il y a beaucoup de livres que je lis aussi dans le contexte de mon travail. Eh bien, ce gros livre, cette somme vraiment importante, publiée aux éditions Sepia, en collaboration avec l'APELA, l'Association pour l'étude des littératures africaines, dont je suis membre depuis 25 ans maintenant, Les écrivains africains francophones et leur langue, de Daniel Delas et Jean de Rive. Alors le livre m'a été envoyé très gentiment par Claire Harifard, de l'ITEM, de l'Institut des textes et manuscrits modernes à l'ENS et au CNRS, qui me l'a fait parvenir. J'étais très content de pouvoir lire ce livre. Il faut savoir qu'un des deux auteurs, Daniel Delas, est mort il n'y a pas très longtemps, hein, je ne sais plus très bien, 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un que j'avais pas mal croisé il y a longtemps en fait, hein, pendant ma thèse et juste après ma thèse. Et puis c'est vrai que j'ai arrêté un peu d'aller dans les colloques et les journées d'études d'africanistes, donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Et Jean de Rive, qui est le grand spécialiste historique des littératures orales africaines, et qui est l'autre auteur de ce livre,
et aussi quelqu'un que j'ai côtoyé à un moment donné, et qui est quelqu'un de super sympa, de super agréable, donc je garde un très bon souvenir. Voilà. Donc je suis très content de pouvoir parler aussi de ce livre, de pouvoir souligner l'existence de ce livre. Alors c'est un essai, c'est entre l'essai et le manuel, c'est-à-dire je pense que ça pourrait même servir de texte. Alors ça se limite en fait à la question. On voit bien qu'il y a une espèce de tension, qui est la tension postcoloniale par excellence, dans le titre, les écrivains africains francophones et leurs langues, leur langue au pluriel. On est véritablement au cœur de cette question de la pluralité des langues à l'intérieur d'une seule langue, qui est, bon, oui, j'ai dit le sujet, la question, la problématique postcoloniale par excellence. Non, il y en a d'autres, mais qui est une des problématiques centrales du postcolonial et de la théorie postcoloniale, cette question de l'homogénéisation factice et apparente et en partie à déconstruire au sein d'une langue européenne, d'un ensemble de production et de création qui ont comme substrat un certain nombre, une très grande pluralité de langues qui viennent travailler le français. D'où ce titre-là. C'est que moi, comme je travaille plutôt sur les littératures anglophones, comme j'interviens plutôt auprès d'étudiants autour plutôt des littératures anglophones, je n'aurai pas l'occasion de recommander ce livre comme une sorte de somme bibliographique évidente, mais c'est un livre qui doit avoir vraiment sa place comme une sorte de base bibliographique pour tous les cours de littérature africaine, francophone, et littérature francophone au pluriel en général. Voilà, donc je ne vais pas vous en lire un extrait parce que c'est un essai, donc c'est un peu... c'est pas forcément très, très pertinent, mais je vais peut-être vous dire, voilà, que je dise pas de bêtises, c'est en deux parties, à la partie le contexte sociolinguistique en Afrique noire francophone, et pour une histoire de l'écriture littéraire en Afrique francophone, qui reprend un certain nombre d'éléments d'un point de vue aussi diachronique, c'est-à-dire que en parlant des débuts de l'époque coloniale, du moment de la lutte pour les indépendances, puis ensuite toutes les questions postcoloniales au sens historique, c'est-à-dire depuis les indépendances. Donc il y a toutes ces questions-là, première génération, deuxième génération. Il y a la troisième partie, le troisième chapitre de la deuxième partie qui s'appelle Le temps postcolonial de la littérature monde, une écriture décomplexée, avec un certain nombre d'affirmations ou d'analyses que je trouve parfois un peu... alors c'est parce que c'est une sorte de manuel d'essais, sommes, synthétiques, etc. C'est un peu fort, c'est un peu obligé ou inévitable. Il m'est arrivé de trouver ça parfois un petit peu simplificateur, mais voilà, mais pour la bonne cause, évidemment. Donc les écrivains africains francophones et leur langue, Daniel Delas, Jean de Rive. Et si on en est toujours dans la question des rencontres ou des livres que je lis et qui sont liés aussi à un moment donné à mon itinéraire biographique, c'est ce que j'ai essayé de dire aussi à ma vie en fait, ou à mon passé, bref. Yoko Tawada, l'ange trans-tibétain, qui est, j'ai toujours peur de mal lire le titre, oui c'est ça, l'ange trans-tibétain, qui est un des deux livres de Yoko Tawada, qui est une écrivaine japonaise, qui vit en Allemagne depuis très longtemps, et qui écrit principalement en allemand, mais aussi un peu en japonais. Alors Yoko Tawada, je vous en ai parlé récemment, parce que j'ai chroniqué dans la vidéo 97 peut-être, je faudrait revérifier, mais très récemment, son livre paru en même temps que celui-ci, hein, il y a deux livres qui ont été publiés au même moment, au printemps, là, aux éditions Verdier. L'autre est traduit du japonais, il s'appelle En éclaireur, et celui-ci est donc traduit de l'allemand, et le titre allemand, c'est Paul Celan und der chinesische Engel, littéralement Paul Celan et l'ange chinois. Donc ils ont décidé de ne pas garder Paul Celan, si on le dit à la française, si je ne veux pas me la péter, dans le titre, peut-être parce qu'ils se sont dit qu'on penserait que c'était un essai, ou que c'était vraiment consacré à Paul Celan, et en fait c'est pas du tout un texte, c'est un texte qui est traversé par la figure de Paul Celan bien sûr, mais c'est pas le seul point d'entrée dans ce texte-là. Alors je vous disais qu'il y avait un lien autobiographique, pas du tout, j'ai jamais rencontré Yoko Tawada. En revanche, j'ai commencé à lire Yoko Tawada je me suis rendu compte de ça quand j'ai acheté celui-là, ça fait presque 20 ans, c'est ça. J'ai dû lire ça, vous savez que j'ai encore pas fini la phrase, hein. Vous en êtes rendu compte. Il y a une phrase qui est en suspens. Et j'ai commencé à lire, et puis on se dit, oui, ok, d'accord, tu t'es dit que tu allais nous parler de ta life, vas-y. Mais c'est à cause de son traducteur, Bernard Banoun. J'ai découvert, et j'ai eu envie d'aller lire Yoko Tawada parce que
je connaissais déjà la personne qui le traduisait, qui était un collègue à moi à l'université de Tours à l'époque. Ça fait bien longtemps qu'il n'est plus à Tours, hein. Il a muté plus tard à Paris, 3 ou 4, je ne sais plus, à Paris quelque part, une fac parisienne. Et donc voilà, et donc j'ai commencé à lire Yoko Tawada. Alors j'ai pas lu des dizaines de livres, non, je n'ai pas lu 10 de toute façon, mais j'ai pas lu de nombreux livres de Yoko Tawada uniquement parce que je connaissais le traducteur, mais parce que bien sûr c'est une œuvre qui m'a énormément plu, intrigué. Il y a certains textes que j'ai un petit peu moins aimés, mais j'avais énormément aimé Opium pour Ovide, j'avais beaucoup aimé Train de nuit avec Suspect, et elle a aussi écrit un texte qui est une sorte de chronique des quelques mois qui ont suivi la catastrophe de Fukushima et qui s'appelle Journal des jours tremblants. Tout cela, c'est des textes de Yoko Tawada traduits de l'allemand et traduits tous par Bernard Banoun. Et donc celui-là, c'est le dernier. Et ça fait déjà facilement 2-3 mois que je l'ai lu. Je ne sais plus quand il est sorti. Il a dû sortir en mars, je l'ai acheté tout de suite, je crois. Achevé, non, février même, voilà, je l'ai vraiment lu, c'était mon impression, 3 mois facilement. Ok, je ne vous raconte pas le scénario, mais je vais essayer de vous lire un extrait. Il est beaucoup question de musique dans ce texte-là, je le signale. Allez, je vais vous lire le 4e de couverture, c'est mon joker quand je suis vraiment trop crevé pour présenter un livre. Berlin en temps de pandémie. Patrick, un jeune chercheur en littérature passionné par l'œuvre de Paul Celan, dont il connaît des recueils poétiques par cœur, a prévu de se rendre à Paris pour un colloque sur le poète. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas à cause de la pandémie. Un jeune homme tourmenté et taciturne, dans la ville alors confinée, il est confronté à 2 personnages réels ou imaginaires, une cantatrice américaine qu'il admire et un homme étrange, Léo Eric, qui se prétend employé à l'Institut culturel chinois de Berlin. C'est lui, l'ange transtibétain. Voilà, je ne vous en dis pas plus, et ça va me permettre de vous lire peut-être 2 extraits, tiens, de ce livre. Mais 2 extraits courts, du coup, bruts, de décoffrage. Tiens, dedans, il y a le marque-page de la librairie Le Livre à Tours, c'est pas surprenant, ça pourrait presque être le sponsor, un des sponsors de mes vidéos. Rentrer chez soi devrait être chose facile. Pour rejoindre automatiquement son point de départ, il suffit d'enrouler comme un étroit et long tapis le chemin parcouru à l'aller, et le voilà de nouveau le point de départ. Mais alors, pourquoi le thème du retour est-il si important en art ? Reviens, appelle la mère. Elle veut que son fils s'empresse d'enrouler le tapis maculé de sa vie et rentre chez ses parents. Il a le choix, aller de l'avant jusqu'au giron de la femme suivante, ou bien retourner dans le giron de sa mère morte. Quand on est capable de faire un pas chaque jour en s'éloignant de chez soi, on est plus impatient. Patrick n'est plus impatient, car il a désormais un ami qui lui a même confié un trésor de famille. Le grand-père de Léo Eric, de sa propre main, a reporté les marques de lecture de son poète préféré, et aujourd'hui, Patrick peut emporter ce livre chez lui. C'est comme s'il avait sur lui un morceau du Paris des années 60. Et je vous lis un autre extrait. Le thérapeute a des mains soigneusement manucurées, même une bête à bon Dieu. Il ne pourrait pas la toucher sans gants de caoutchouc. Quand le patient lui avait cité les tournures tsélaniennes telles que ton urine noire ou tes selles liquides et bilieuses, le thérapeute n'avait pas pu s'empêcher de disparaître dans la pièce arrière où il s'était très certainement désinfecté les mains. S'il n'y a pas de bonheur sans microbes, alors il préfère renoncer au bonheur. Comment un homme si propre peut-il me toucher, moi qui suis sale ? Songe le patient. Mais un jour, il aperçoit le thérapeute debout à un stand, tenant entre ses ongles noirs et huileux une saucisse de Vienne, et il a vite fait de changer d'avis. Les lèvres luisantes de gras arborent un large sourire, le thérapeute fait même un clin d'œil au patient, comme pour signifier qu'un homme en bonne santé doit se délecter de mets carnés consistants, et pas autre part qu'à Vienne. En effet, la scène ne se déroule pas sur la Potsdamer Platz, mais sur la place des héros. Le patient sait qu'il se trouve dans un rêve, cela fait longtemps qu'il n'est plus allé en Autriche. 2 extraits qui, j'espère vous intriguent et vous donnent envie d'aller voir ça de plus près. Et puisque, toujours pareil, dans ma vidéo numéro 99, en partant d'un vers de traduction d'un vers de Rimbaud en allemand, tiens, on était dans l'allemand, on y revient, je m'étais
j'avais favorablement réagi à la traduction d'un vers de Rimbaud avec une répétition d'un do en début et en fin de vers, et puis je suis parti, je me suis complètement mêlé les pinceaux en citant de manière incorrecte de mémoire le vers de Rimbaud. Bon, je suis vraiment parti dans les tours, j'ai dit n'importe quoi, mais le point de départ c'était ce do, hein, en début et en fin de vers, ce redoublement du tutoiement, du tutu. Ben tiens, transition, ouais, c'est très tiré par les cheveux. Si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, comme d'habitude peut-être, je sais pas, bon, j'espère pas, sinon vous seriez déjà plus là. Tutoiement de Daniel Cabanis. Et là, ça n'est pas un lien avec l'auteur, avec un traducteur, etc. C'est un lien avec la maison d'édition, les éditions Louise Bottu. Les éditions Louise Bottu, voilà, ça fait partie des rares éditeurs que j'ai rencontrés pour de vrai, sachant que Louise Bottu, c'est le nom de la maison d'édition, mais c'est un personnage de Robert Pinget, donc déjà rien que ça, ça pouvait être de nature à me pousser vers ces éditions. C'est vrai que j'ai découvert les éditions Louise Bottu par des textes d'Alexander Dicot, par les textes de Pierre Barrault, et j'ai eu envie de connaître un peu mieux le catalogue, et je suis même allé rencontrer l'éditeur chez lui, dans sa maison qui est aussi le site de la maison d'édition. C'est un petit éditeur indépendant, comme on dit, et c'est bon, voilà, c'est un catalogue qui continue de m'intéresser, de m'intriguer, et puis ce qui est sympa aussi, c'est que l'éditeur m'envoie presque systématiquement les livres qu'il publie, et celui-là c'est un des derniers, Tutoiement de Daniel Cabanis. Alors je vérifie juste si c'est en 2023 ou 2022, parce que j'ai mis un petit moment, ouais, je l'ai laissé en stand-by un petit moment, mais voilà, ça va être l'occasion aussi dans cette vidéo numéro 100 de saluer des écrivains, des traducteurs, des traductrices, des collègues, etc. Et puis aussi des maisons d'édition. Alors là c'est pareil, je ne peux pas parler de tout le monde, donc voilà, cette vidéo numéro 100 n'annule pas les autres, hein, toutes les précédentes. Donc voilà, donc ce texte de Daniel Cabanis, qui est un recueil de textes écrits à la deuxième personne du singulier, d'où son titre Tutoiement, avec ce redoublement dans la maquette du tutu, hein, en minuscule et en majuscule, qui suggère évidemment le tutu de la danse, c'est fait exprès. C'est 90 textes brefs, qui sont tous composés de 8 lignes, et qui sont surtout pas dans le même sens, hein, qui sont orthogonaux, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin, qui sont orthogonaux au sens de lecture normale, ou d'impression normale d'un livre. Et je vous montre ce que j'entends par là. Voilà, si vous feuilletez ce livre, ça ressemble à ça. Donc ça veut dire que si vous lisez ce livre, vous êtes obligé de faire ça. Et donc ça veut dire que quand on lit le livre, on le tient comme ça. Donc c'est pour saluer aussi, voilà, ce livre est l'occasion de dire que voilà, Louise Bottu, c'est un éditeur qui fabrique des livres singuliers. Ça veut dire étrange, mais ça veut dire à part aussi. Et ça, voilà, une des singularités ici est une singularité typographique dans la construction du texte. C'est beaucoup des textes à contrainte aussi, hein. Là, il y a véritablement dans le texte de Daniel Cabanis une contrainte qui est de produire ces textes de 8 lignes justifiés. Je ne sais pas s'il y a un nombre de mots ou pas, je n'ai pas vérifié, mais ce qui est certain, c'est que ça fait à chaque fois 8 lignes pile, et ça commence toujours par tu as, suivi d'un nom, d'un substantif. Tu as une barbe. Tiens, de toute façon, cette vidéo va être très longue. Autant il y a certaines fois où j'essaie de m'en tenir à peu près à 5 minutes en moyenne par livre, autant là c'est déjà parti complètement dans les tours. C'est la numéro 100, on s'en fout. Tu as un chez toi, tu as un travail, tu as une tête, tu as un nom, tu as un projet, tu as un passé, tu as une boîte, tu as un plan, tu as un enfant, tu as une carte, tu as une chaise, tu as un ami, tu as un reste, c'est ça qui est écrit ? Oui, tu as un reste, tu as un sosie, tu as un 14. Tu as un 14, c'est le numéro 15. Tiens, on va le lire. C'était pas prévu, j'en avais prévu un autre. Tu as un 14, tu l'as trouvé en cherchant un 12. Bonne affaire, une aubaine, dis-tu. Un coup de bol. Ah bon ? Un 14 d'occasion au prix du 9 ? Moi, je me serais méfié. Il y a anguille. Voyons, on t'a refilé un 14 en parfait état. Quasi neuf, donc défraîchi. Puant la naphtaline. Et c'est le pompon trop grand pour toi. Tu ne pourras rien en faire. Rien, idiot. Le vendeur t'a fariné. Si ce tordu a vu un 16 en magasin, voire un King 16, il te l'aurait fourgué. Tu te surestimes trop. La vanité, ça revient cher. L'atout n'est pas dans le livre. Tu as un don. Oh la vache. Bon, bref, c'est vraiment la vidéo numéro 100. Hein. C'est n'importe quoi.
Tu as un don, tu as un robot, tu as une collection, tu as une place, tu as une dette, tu as un vélo, tu as un sac, tu as un passe-temps, tu as une visite, tu as une langue, tu as un avis, tu as un secret, tu as une liste, tu as un ego, tu as une barbe, tu as un jeu, tu as un cadavre, tu as une longueur, tu as un permis, tu as une dent, tu as un souvenir, tu as une lettre, tu as une boule, tu as une réserve, tu as un chutoir, tu as un rôle, tu as une peau, tu as un alibi, tu as une valise, tu as un morceau, tu as une occasion, tu as une culture, tu as un poste, tu as un pseudonyme, tu as un client, tu as une utilité, tu as un contrôle, tu as une baguette, tu as une crainte, tu as une admiratrice, tu as un bruit, tu as un code, tu as un mâche-mot, tu as un retard, tu as une pipe, tu as une idée, tu as une laisse, tu as une livraison, tu as une infirmité, tu as une chose, tu as un cerveau, tu as une maladie, tu as un trou, tu as un concurrent, tu as un escalier, tu as un fourre-tout, tu as une envie, tu as une forme, tu as une tasse, tu as un vide. Tu as un jour, tu as une présence, tu as une table, tu as une signature, tu as un parasite, tu as un volet, tu as un sourcil, tu as un territoire, tu as une règle, tu as une offre, tu as un répertoire, tu as une duplicité, tu as un compteur, tu as une case, tu as un but. Et sur ce, je vous lis celui que j'avais prévu de vous lire. Tu as un fourre-tout, numéro 71. Tu as un fourre-tout. Dans ce placard, tu as entassé un chauffe-eau, un porte-serviette, un prie-dieu, un abat-jour, un couvre-lit, un pare-choc, une longue vue, un coffre-fort, un radio-réveil, un sèche-cheveux, un presse-purée, un pèse-lettres et un radio-réveil. Tu as également un vide-poche, où l'on trouve pêle-mêle un cure-dent, un porte-clés, un casse-noix, un serre-joint, un tire-jus, un chausse-pied, un porte-mine, un coupe-ongle et un ouvre-boîte. Ce vide-poche est doté d'un trop-plein, situé très exactement ici. Et les plus fins, les plus attentifs l'auront entendu, la clé d'écriture, la contrainte d'écriture du texte, c'était les noms composés avec un trait d'union. Et donc ça veut dire que là, je l'ai lu, mais c'est un texte à lire sous sa forme écrite, puisque à l'oral, on n'entend pas les traits d'union. Donc c'est fait d'un trait d'union, et ce vide-poche est doté d'un trop-plein. Donc vide-poche, trop-plein, ça se répond l'un à l'autre, évidemment, ici. Voilà, je n'en dis pas plus. Daniel Cabanis, Tutoiement, et c'est chez Louise Bottu. Si vous n'aviez pas encore compris qu'il fallait aller regarder le catalogue de Louise Bottu, eh bien je pense que c'est assez clair maintenant. Alors, les livres suivants dont je pourrais parler ne sont pas forcément autant liés à mon travail ou à mes rencontres professionnelles, encore que, il y en a encore un quand même. On va continuer à se promener dans le monde, dans la littérature mondiale. Minos, je ne sais pas comment prononcer ça, Efstatiadis, je suppose, Minos Efstatiadis. Alors ce livre-là, oui, si, quand même, c'est un livre que je n'aurais pas si sa traductrice ne me l'avait pas offert quand même. Et sa traductrice, c'est une collègue, une très bonne collègue, Lucille Arnoux-Farnoux, du département de littérature comparée à l'université de Tours. Et c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, là aussi. Et Lucille Arnoux-Farnoux, on a notamment participé ensemble, il y a déjà longtemps, en 2005-2006, à l'atelier de traduction d'André Markovitch, quand il était venu traducteur en résidence pendant une année. Et tous les jeudis après-midi, il y avait des séances de 3-4 heures de traduction des Merry Wives of Windsor de Shakespeare avec des étudiants, c'était pour les étudiants. Il y avait quelques enseignants qui étaient là, qui avaient le droit d'être là, mais qui étaient là comme personnes ressources. Ça veut dire que nous, on était un peu en retrait, on n'était pas là pour traduire, on n'était pas là pour véritablement participer au débat, mais on était là juste de temps en temps, quand André Markovitch, les étudiants, etc., se disaient bah, « Tiens, là, on aimerait bien avoir un conseil de quelqu'un qui est angliciste, moi, qui est traducteur, qui est littéraire, qui est spécialiste de littérature, bah, notamment Lucille Arnoux-Farnoux, voilà. » Donc on était les deux personnes ressources qui nous n'étions ni le prof, l'intervenant, etc., ça c'était André Markovitch, ni du côté des étudiants, on était dans une espèce de rôle un peu comme ça entre deux. C'était très très sympa, en fait. Voilà, donc, et donc Lucille Arnoux-Farnoux, elle traduit du grec contemporain, c'est une de ses spécialités, hein, en tant que spécialiste de littérature comparée, mais aussi en tant que traductrice. Et donc elle a traduit de nombreux livres du grec, et celui-ci qui est donc un roman policier. Alors moi je lis très peu de romans policiers,
mais je trouvais ça assez amusant. En plus, l'intrigue est une espèce de triangulation un peu curieuse entre le sud de la France, Paris, et la Grèce. Donc il y a une espèce de puzzle un peu étrange autour de la disparition d'un homme, puis de la disparition de son fils. Ça épouse un certain nombre de codes, plutôt d'ailleurs du roman noir américain, me semble-t-il, je ne suis pas très spécialiste. Mais voilà, alors ensuite, comme je ne suis pas foufou de romans policiers, j'ai pas adoré ce livre, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Puis c'est vrai que quand on sait qu'il a traduit, quand on connaît la personne qui traduit, on le lit avec un autre supplément, avec un autre regard aussi. Et c'est autant que je puisse en juger, parce que je ne parle pas le grec contemporain, donc je n'ai pas regardé le texte d'origine, mais c'est apparemment fort bien traduit. Le soir tombe, et le bâtiment de l'opéra, tout entier, plonge progressivement dans le noir. Tandis que je marche vers la station de métro, j'imagine à quoi ressemblera cet endroit dans 100 ou 1000 ans. D'ici là, on aura trouvé le moyen de changer les couleurs, rien qu'en clignant des yeux, et nous jetterons sur le bord de la route ce qui ne nous plaira pas. Dans ma tête, le futur a commencé de nouveau à remplacer le présent. Chaque fois que j'ai du mal à tenir jusqu'au lendemain, je saute dans les siècles à venir. Je fais ce que je veux du futur, je le modèle à ma guise, vert, noir, pointu, avec des robots muets, complètement plats, avec des sauvages nus, un pur éclair éblouissant, avec des insectes surnaturels, sans jour ni nuit, avec des mers asséchées. Ce n'est évidemment rien de plus qu'un mode d'évasion facile, qu'une façon de tourner en ridicule la réalité ou ma propre personne, qui s'obstine à penser que j'ai fait une erreur, que je ne devrais pas me trouver ici. Une demi-heure plus tard, j'arrive à la station Guy Môquet. Je n'ai pas à marcher plus d'une 50aine de mètres, puisque le studio que j'ai loué se trouve au numéro 73 de la rue du même nom, au 7e étage. Je tape le code que l'on m'a donné et la porte d'entrée massive s'ouvre avec un grincement strident. Le moment est venu de découvrir que l'immeuble n'a pas d'ascenseur et qu'entre les étages, il y a une double volée de marche. 14 virages jusqu'au sommet de la montagne. Sur Internet, tout le monde vit dans un palais. Dieu seul sait où les photos que j'ai vues sur le site ont été prises. Avec une petite ironie supplémentaire vis-à-vis de la génération Airbnb aussi, des locations ponctuelles, entièrement dématérialisées via Internet. Dieu seul sait où les photos ont été prises. Le couteau des sables de Minos Efstatiadis, je ne me risquerai pas, dit-il. En général, quand je dis ça, je le fais après. C'est toujours un peu l'antiphrase par... je ne me risquerai pas, ou non, je ne vais pas me risquer, non. Je sais pas, parce qu'il y a un kappa et un bêta, en fait. C'est bizarre. Comment c'est possible, ça peu importe. À lire le titre original de ce livre, traduit par Lucille Arnoux-Farnoux, et c'est pareil, ça vient de sortir, mars 2023. Je n'ai pas lu, à part, bien sûr, via Sika Fakambi, en l'occurrence plutôt Arsène Chiré, je n'ai pas lu d'anglais, donc c'est l'occasion quand même de vous parler, pour cette vidéo numéro 100, de 2 textes en anglais. L'un, on va commencer par ça, de Nwala Okana, et Nwala Okana, ça fait maintenant 1 an et demi que je vous bassine régulièrement avec elle. Alors sous son nom, alors elle a publié d'abord sous son nom gaélique, Nwala Nihonruir, ça s'écrit Nishonchuir, et ensuite, je pense parce qu'apparemment ses éditeurs elles-mêmes, etc., en avaient assez de faire rectifier la prononciation de son nom, sous la version anglicisée de son nom, donc Okana. Et ce texte-là, c'est un livre de 2015, je crois, je vais revérifier. C'est un roman de 2015, tout à fait, qui s'appelle Miss Emily, et qui est une fictionnalisation à partir d'un élément de la vie d'Emily Dickinson, quand elle était jeune, la jeunesse d'Emily Dickinson, quand elle était encore jeune femme. Moi, je suis toujours assez réservé vis-à-vis de ce genre-là, et je vous avais déjà parlé d'ailleurs du livre plus récent que Nwala Okana a écrit autour de James Joyce, mais à partir du point de vue central de Nora, la femme de Joyce, la non-femme, puisqu'ils ne se sont pas mariés, ou ils se sont mariés très tard en fait, de Joyce. Et je suis toujours assez sceptique vis-à-vis de cette forme-là, du fait de décrire un roman qui est une fictionnalisation de la vie d'une personne célèbre, ou en prenant un peu par les côtés, par les marges, etc. Donc je suis en général sceptique, mais là, Nwala Okana, je suis obligé de me rendre, et à l'évidence de l'immensité de son talent, et puis tout simplement de rendre les armes, c'est vraiment super. Et ce livre de Nwala Okana, Miss Emily,
avec toutes les réserves que j'avais, il m'a vraiment conquis. J'ai beaucoup aimé ce roman qui, en fait, tourne plus autour de la servante, de la domestique irlandaise employée par Lady Dickinson, Ada Concannon. Donc ça part de faits réels, hein, d'éléments biographiques réels, mais évidemment ça tire sur un fil à partir de choses qui ne sont pas avérées, et donc ça imagine toute une histoire liée à la présence de cette domestique irlandaise chez Lady Dickinson, et surtout c'est raconté du point de vue de Ada Concannon. C'est Ada qui est la narratrice d'un chapitre sur deux, et Emily Dickinson est la narratrice d'un chapitre sur deux. Donc c'est une espèce d'alternance et donc une sorte voilà, de ping-pong comme ça narratif entre deux jeunes femmes qui ont évidemment des backgrounds, j'allais dire, je ne trouve pas de termes français, mais des contextes qui sont d'origine sociale, géographique, etc., culturelle, radicalement différentes, mais qui vont se trouver ou se retrouver et qui vont s'entraider en fait. Donc c'est un très très beau livre en fait de sororité, hein, c'est autour des violences sexuelles, parce qu'il y a un viol, hein, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un viol qui va devenir un des centres narratifs un petit peu du texte à la deuxième moitié. Mais c'est un véritable roman sur la sororité. C'est un texte qui est très très beau parce qu'il reste très très subtil, très très fin, et dans l'analyse psychologique et dans la narration des événements. Et aussi, et c'est moi ce que j'aime beaucoup chez Nuala O'Connor, c'est dans tout ce qui est les tâches domestiques justement, c'est-à-dire le travail. Le travail non payé, le travail qui ne se voit pas, le travail qui souvent a incombé, a échu aux femmes, tout ce travail, toute cette économie gratuite de l'hétéropatriarcat, hein, en quelque sorte, par lequel l'hétéropatriarcat soumet les femmes. Et donc, Nuala O'Connor, elle fait émerger tous ces personnages de femmes de manière, là, je l'ai résumé de manière un petit peu, on va dire, féministe, polémique, etc. Et c'est délibéré de ma part, hein, je veux dire, mais Nuala O'Connor, elle ne le fait pas du tout comme ça. C'est-à-dire, elle peut ponctuellement être extrêmement directe, extrêmement claire, mais globalement, c'est toujours, ça part toujours du détail, du roman, de la fictionnalisation, de l'analyse psychologique, d'un événement, d'un fait qui va être creusé, travaillé, etc. Presque comme si Nathalie Sarraute avait écrit des romans, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, un certain nombre de textes de Nathalie Sarraute sont considérés, étiquetés sous le genre du roman, mais c'est des romans quand même très particuliers. Là, on est sur des romans beaucoup plus classiques d'un certain point de vue. Mais voilà, il y a quelque chose, voilà, moi je trouve de très sarrautien dans l'attention aux détails, à l'indescriptible, à l'indéfini, à l'indéfinissable, mais avec aussi cette attention très sociale, très engagée, qui est pas forcément pour le coup la marque de fabrique de Nathalie Sarraute. Donc voilà, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, elle ne vaut pas de manière absolue non plus. Donc j'ai corné plein de pages, et je sais pas quoi lire. Idéalement, il faudrait que je lise 2 extraits. Un dans lequel la narratrice est Ada Concannon, et l'autre dans lequel ce serait plutôt Emily Dickinson, logiquement. Je sais pas. J'ai corné trop de passages en fait. Du coup, je sais pas trop lequel choisir. J'ai évidemment, comme d'habitude, rien vérifié. Page 200. On est vers la fin. Miss Emily defends a friend. Austen wanted Susan to be the household angel of Patmore's poem. She was to be his pleaser, as wives are destined to be. But Sue being Sue, she pleases herself before any husband. And I fear, as Patmore further says, that she may have married an Iceman, and in doing so has frozen herself. My brother has shown a coldness today that I was not fully aware he possessed. Yet I know Austen for a stern man, but with me
He has retained at least a touch of his old self, that lighter fellow whom I love so dear. He has not kept as much as I would like, but I can coax buoyancy from him at times. But today I am feeling the lash of his detached, legal mind, and I do not much care for it. He has told father to turn Ada out. Worse, he has told mother. Now a great confabulation is taking place, and I have had to leave the room for fear of what I will say if I stay. My nerves judder so when people are heated, especially Austin. But I am no good to Ada out here in the yard, gulping great breaths to settle myself. I must go into them and wear a head of reason on my shoulders while I fight for her. I walk back through the hallway. Donc ça, c'est le début du chapitre, le moment où le personnage d'Emily Dickinson, cette version fictionnelle d'Emily Dickinson, qui est extrêmement fragile par certains côtés, qui se protégeait en partant, se décide finalement de revenir et d'essayer de jouer pleinement son rôle et de défendre Ada Concannon. Et donc là, c'est voilà, un grand chapitre pour le coup de sororité, comme je le disais. Et puis peut-être, alors là, ça c'est vers la fin du roman, peut-être plus tôt dans le roman, essayez de vous trouver, ça c'est du Miss Emily. Allez. Miss Ada's head is turned. Ça c'est un chapitre et c'est ici au milieu du chapitre. Miss Emily says November is the Norway month, but it has arrived in a burst of sunshine to thwart her. In the brightness of the day, the yellow bricks of the Dickinson homestead glow beside the gloom of the evergreens, Mr. Austin's villa. I look up at its dual walls as I pass. How his wife and son can stand the dark of the place is beyond me. Though Miss Susan has a haughty air, I see how soft she is around Miss Emily, and that makes me warm towards her. She is devout too and goes often to church. Her husband is another thing entirely. He is what Mammy would call a wicked-faced gent. Who dreamt them up as a pair, I ask myself. A cotton day moon lurks behind the trees as I walk towards the town. I am taking Auntie Mary to the Amherst house for a treat. She has not been feeling the best, and I mean to get a good dinner inside her, one that neither of us has had to cook. I have arranged to meet her at the inn. I walk across the common towards Amity Street, and I spot Auntie standing stiffly at the railing on the porch of the inn, waiting for me. She looks like the figurehead on the prow of a boat. I follow her gaze to the tiered water fountain and frog pond behind me. Ada, I thought you weren't coming at all. I was about to go home. She trots down the steps to meet me. I'm not late, Auntie. No, maybe you're not. She sighs and rips off her gloves. Je vous lis pas la fin pour pas voilà, lire trop non plus et pas dépasser. Mais voilà, c'est très très beau. Ça, Miss Emily de Nuala O'Connor. Et voilà, si vous avez l'occasion de lire Nuala O'Connor, allez-y. J'essaie un petit peu de convertir quelques personnes, et notamment des personnes qui traduisent des livres à Nuala O'Connor, parce qu'aucun de ces livres n'est traduit. Mais ça, je passe mon temps à rabâcher ça. Donc on va peut-être arrêter de rabâcher. Un livre que j'ai fini de lire il y a 2 jours, que j'avais commencé il y a une dizaine de jours, un gros livre dense, complexe, très très beau, The Bone People de Kerry Holm, et là encore on est dans la numéro 100, là. Je viens de finir de le lire, donc c'est pas fabriqué, c'est pas bidouillé, mais The Bone People, je l'ai acheté d'occasion à Tours en fait, et je l'ai acheté alors qu'en fait c'est un texte dont je connais l'existence depuis 25 ans. C'est un texte sur lequel avait beaucoup travaillé mon directeur de thèse, ou je devrais dire plutôt mon second directeur de thèse, Jean-Pierre Durix. Kerry Holm, c'est une écrivaine néo-zélandaise qui a eu, je crois, le Booker Prize pour ce livre-là dans les années 80. C'est un livre qu'elle a commencé à écrire dans les années 70 et qu'elle a fini par publier en 1985. Voilà. Et c'est un texte majeur de la littérature néo-zélandaise évidemment, mais même des littératures postcoloniales. Et c'est un texte que j'avais encore jamais lu. Bah oui, des classiques, il y en a plein que j'ai pas lus. Et effectivement, je vois pourquoi c'est un classique. Alors c'était assez particulier de lire ce texte maintenant,
Pourquoi? Parce que je viens de passer 2 ans à enseigner Carpentaria d'Alexis Wright et que c'est un texte qui à la fois a un très grand nombre de lignes de rencontre avec Carpentaria et est radicalement différent dans l'écriture, dans le sujet, un petit peu, voilà, Australie, Nouvelle-Zélande, quoi. Australie, Nouvelle-Zélande, les aborigènes, les Maoris. Il y a vu de très loin, vu d'ici, vu de France, etc., vu d'Europe, on pourrait se dire, ah bah oui, c'est normal qu'on retrouve des points communs, etc. Et en même temps, il n'y a rien qui va. Enfin, c'est des textes qui sont radicalement différents. C'est des textes qui sont tous les deux écrits de manière extrêmement élaborée, extrêmement poétique, mais avec des styles qui sont sans commune mesure. L'écriture d'Alexis Wright et l'écriture de Carry On, on ne peut pas vraiment les comparer. Ce sont des textes qui travaillent toute cette question du retour, du refoulé, de la répression coloniale des First Nations People, hein, les aborigènes d'un côté pour Carpentaria, les Maoris pour The Bone People, mais mais différemment. Il y a toute la question du réalisme magique. Dans The Bone People, il y a un très grand nombre de passages, comme dans Carpentaria, où on voit en fait tout un fond d'animisme, d'ancestralisme même, on pourrait dire, plus que d'animisme, qui est présent, mais c'est toujours avec une forme d'ambiguïté ou d'ironie dans laquelle on ne sait pas très bien quel jeu joue le texte ou quel jeu joue l'autrice par rapport à ça. Donc il y a un très grand nombre d'analogies, et je pourrais continuer. Alors l'histoire n'a rien à voir, les deux histoires n'ont rien à voir non plus, mais voilà, donc c'est pour dire que j'ai lu ce texte-là, j'étais peut-être encore sous influence, fortement influencé par mon travail de ces 2 dernières années sur Carpentaria, mais ça a quand même joué un petit peu de manière pas continue, mais régulière, on va dire, dans ma lecture de ce livre. Alors, c'est un texte à peu près impossible à résumer, mais si j'essaie de le résumer, alors déjà c'est pour dire qu'il y aurait des trigger warnings partout, parce qu'il y a des violences contre un enfant, il y a des violences, il y a de la violence, on va dire ça comme ça. C'est un texte qui est assez problématique d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que l'enfant qui est victime de violences extrêmement graves, hein, qui en meurt quasiment, enfin qui est très 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 proche de mourir de ces violences commises sur lui par son père adoptif. Le problème, c'est que le personnage du père adoptif est un personnage extrêmement positif, par de très nombreux côtés, et notamment que dans toute la dernière partie, le garçon qui est placé, qui est enlevé à son père adoptif, va très mal parce qu'en fait il voudrait être à nouveau avec son père. Et donc c'est quand même très très compliqué de dire, enfin voilà, je veux pas, voilà, ça ne justifie absolument pas, c'est un texte qui n'esthétise absolument pas la violence, ça je veux quand même être très clair là-dessus, qui la décrit de manière extrêmement précise, de manière extrêmement radicale et de manière très critique, donc c'est un texte qui est extrêmement critique des violences et des violences familiales, violences sur mineurs, violences, on va dire masculines aussi, parce que c'est toute cette question-là, mais on ne peut pas non plus en faire une lecture totalement manichéenne parce que le personnage de l'homme violent est un personnage extrêmement positif par de très nombreux côtés. Donc il y a tout cet aspect-là. Je ne sais pas vraiment si les critiques littéraires, les spécialistes de postcolonial de Nouvelle-Zélande, j'ai jamais lu vraiment d'articles de recherche sur ce livre-là, donc je ne pourrais pas dire, mais je me demande comment ils s'en sortent de cette question-là. Donc c'est un texte très beau, très dense. Il y a certains moments où je me suis dit que ça aurait pu être un tout petit peu plus court. Et en même temps, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas comment... Enfin, voilà, je pense que tout est nécessaire en même temps. Hein, chaque passage, en fait, c'est vraiment comme une sorte d'architecture extrêmement complexe. Et on ne peut pas juste décider d'enlever 2-3 piliers ou 2-3 linteaux ou 2-3 absides, ou je sais pas quoi, de ci, de là, sans que tout s'effondre quand même. Donc je sais pas, je dis ça, mais j'en suis pas sûr. Comme je commence à être un peu fatigué, je suis pas sûr que je tiens tout à fait la forme pour lire un extrait de ce texte-là. Il faudrait quand même... Alors j'ai corné plein de pages. Alors bizarrement, j'ai corné plein de pages à la deuxième moitié, alors que j'ai adoré le début. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai oublié, ou toutes les pages me plaisaient, donc il aurait fallu que je corne tout, donc ça n'aurait eu aucun sens, un peu comme le stabilo dans le Quai d'Orsay. Donc j'ai surtout j'ai surtout noté des passages à partir de la deuxième moitié. C'est imprimé quand même assez serré, ça fait 445 pages quand même, et c'est vraiment construit de manière très très... je peux vous montrer la table des matières, hein.
il y a un prologue et un épilogue, il y a 4 parties de 3 chapitres chacune. Donc voilà, vous avez vraiment 12 chapitres. Il y a vraiment une espèce de structure comme ça, très 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 rigoureuse, extrêmement travaillée, qui est très belle d'ailleurs aussi. Hein. Donc voilà, je dois donner l'impression de noyer le poisson un peu, mais c'est sans doute le cas d'ailleurs. Est-ce que parmi les pages que j'ai gardées, je vais tomber sur quelque chose qui va aller de soi? C'est une bonne question ça. C'est pas dit. Ouais, mais si je lis ça, je suis obligé d'expliquer 14 000 trucs avant. C'est pas commode quand même. Bon, je vais quand même lire ça. C'est extrait de l'avant-dernier chapitre, donc 11e chapitre, si je ne me trompe pas. Non, c'est même la dernière. Non, pardon, c'est le dernier chapitre. Oui, puisque dans la 4e partie, les 3 personnages principaux, Carrawyn, qui est j'ai envie de dire presque la protagoniste, c'est vraiment elle, c'est Carrawyn, c'est la femme en fait, hein, l'habitante de la tour, bon bref, donc dans la dernière partie, les 3 personnages principaux, l'enfant muet, le père adoptif et cette femme, Carrawyn, sont séparés et donc ils ont droit à des chapitres séparés, en quelque sorte. Donc c'est le chapitre de Carrawyn et c'est le dernier chapitre en fait. The Woman at the Wellspring of Death. Et effectivement, elle passe très très près de la mort, puis elle se reconstruit in extremis. Je vais vous lire un extrait de ce dernier chapitre. Et puis tant pis, je contextualise pas. Stink of last night's drink thick in her nostrils. Raw-throated and febrile clots of words still hanging everywhere. How did it go? Little febrile clots of words that choir and earfuls humping off the page. I declaimed to the sea awash in rainbows. The earth is wet, rained on, and the coffin smell trails out from roots and leaves. This, says Carrawyn in a soft, slurred voice, never do. Kidneys aching from the perversity of hard drinking and lying anywhere along the sandhills. And while for a sweet night me mushroom potion supplies peace, the unreading mind ain't worth it. She stood herself up and groaned. It is a lonely stretch of beach, no eyes for miles, no people. I'm grateful, Herrgott, grateful. She shrugged the twisted sleeping bag off her. It seemed a waste of time and effort to recall a wandering thought and wash herself and see about something to eat and drink and excrete the last day's food. She sat cross-legged a while, hating the hard, pressing growth in her suppliant stomach. In a little time the day became a day. She washed in a rivulet, gazing at the chill of the water. Her breasts hang, her belly has developed new folds and a horrid off-center prominence. The trickle of water lipped it, as though reluctant to come closer. The fat cover she had sneered at, that lapped her body in protective covering, had vanished. The muscles of her arms were grotesquely exposed, while thighs and buttocks had thinned beyond recognition. As she contemplated the ruin of her body, she experienced an odd urging of protectiveness, a desire to renew it. There is only one of thee, and now nearly none. Somberly she drank a cup of coffee. The sullen smoke of her cooking fire trailed off to one side. Clasping the cup, still filled with this new feeling of pity for her body, she scanned her hands. For some time they had been infected. When journeying through a town, she hid them in gloves. Since it was the tail end of winter, no one commented. Swollen, empurpled, leaking pus from every crack. And this disease, part spiritual, my hands are betrayed, gross, flaccid, decayed to loose, and all the silent, tender strength they hold is in abeyance, out of their reach. She has a sudden desire to play a guitar, but 2 days ago she had sent it to family's home. No letter, just Ibanez. Now, the need to take the dark and pale between her arms, pearwood surface and ebony underbody, the black neck fretted with silver, recollection of the palace of shadows. Oh God, even my guitar wore mourning. Alors c'est sans doute un peu abstrait comme ça, sorti totalement de son contexte. Je vous montre pour vous dire que
les choses que j'ai lues sont pardon, c'était là au tout début. Le texte que j'ai lu commence là et se termine là, voilà. Et il y avait des choses que j'ai lues qui sont des poèmes en fait. Hein. Donc il y a des poèmes que Kerewin compose en quelque sorte pendant ce passage un peu de monologue intérieur aussi. Et c'est voilà, donc je pense que c'est un peu abstrait. Enfin, j'espère au moins vous aurez entendu, voilà, c'est une langue qui est quand même très très belle, une écriture qui est vraiment très très belle. Et je crois, là aussi, mais là je finis peut-être par confondre les différentes choses que je lis, les différentes choses sur lesquelles je travaille, les différents textes sur lesquels je travaille. Mais il me semble, curieusement, que ce classique, pour le coup c'est un classique évident hein, de la littérature postcoloniale, si on regarde les bibliographies dans le monde anglophone, je crois que ce texte n'est pas traduit. Voilà, donc pour les maisons d'édition, notamment qui publient des textes d'Océanie, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Il y avait encore 4 livres sur cette table, il y en a bien d'autres. Je ne vais pas avoir la force de tout lire, mais je vais vous lire un extrait de Dispute au sommet d'Ismail Kadare. Et Ismail Kadare, tiens, alors là, ça ne va pas avoir vraiment un lien avec avec le numéro 100 ou quoi que ce soit, si ce n'est pour dire que c'est un texte que j'ai lu là tout récemment, parce que je l'ai acheté par hasard au Bibliovore, la librairie d'occasion de Tours, rue Colbert à Tours. Et en fait, je l'ai acheté parce que comme c'était au Bibliovore, c'était pas cher, c'était 2,50 €. Hein. Tous les livres sont au même prix au Bibliovore. Et c'est un texte d'Ismail Kadare qui date de 2022, donc qui était très récent, qui était déjà au Bibliovore. Le livre est neuf, je pense. Traduit, que je dise pas de bêtises, de l'albanais par Teddy Papavrami. Voilà, il faut citer toujours les traducteurs et les traductrices. Et en fait, c'était curieux parce qu'en fait, Ismail Kadare, c'est un écrivain albanais, donc le grand écrivain albanais, comme on dit toujours, hein, que moi j'ai beaucoup lu à l'adolescence, en fait. Donc il y a facilement plus de 30 ans, maintenant ça fait plus de 30 ans. J'ai lu Le Palais des Rêves, Le Concert, enfin il y avait. Comment ça s'appelait? Il y avait un autre texte, j'ai un trou. Est-ce qu'il y a des noms? Je vais tricher. Avec voilà, Avril Brisé, j'avais énormément aimé Avril Brisé. Et puis je crois que, voilà, Printemps albanais aussi. Et puis voilà, au début des années 90, je pense plus ou moins ça a coïncidé avec la classe prépa. J'ai arrêté de lire Kadare, je n'ai pas continué à lire Kadare. Et je ne suis jamais revenu vers ces textes, alors que j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il écrivait. Et donc là, c'était un peu un hasard. Et donc ça veut dire que plus de 30 ans après, j'ai renoué avec Kadare, alors avec un texte un peu curieux, qui s'appelle Dispute au sommet, investigation, c'est le sous-titre, investigation, et qui est un livre dans lequel lui-même Kadare se met en scène, mais qui est une sorte d'enquête sur un coup de téléphone dont j'ignorais totalement l'existence, mais qui est apparemment un coup de téléphone mythique, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui est l'appel téléphonique de Staline à Boris Pasternak en juin 1934, qui est un appel téléphonique suite à l'arrestation d'Ossip Mandelstam. Et en fait, apparemment, Staline aurait contacté Boris Pasternak pour savoir ce qu'il pensait de l'arrestation d'Ossip Mandelstam. Une situation assez embarrassante, compliquée quand même, on est en 1934, les purges un peu ont commencé quand même, donc on est déjà très loin d'être dans une démocratie bien sûr, hein. Donc Pasternak qui a toujours plus ou moins réussi à pas trop se mouiller avec les pires excès du régime, à pas être trop du côté du totalitarisme, mais pas non plus à être totalement en odeur de soufre et à être un peu dans le collimateur de Staline, s'est trouvé dans cette situation-là. Et apparemment, en fait, les hypothèses les plus invraisemblables ou contradictoires ou farfelues ont circulé autour de cet appel téléphonique. Et Ismail Kadare écrit ce livre intégralement autour de ça, autour de cet incident-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a le livre est en 3 parties très inégales, qui sont situées pour les 2 premières dans l'époque contemporaine, c'est-à-dire au moment de l'écriture du livre par Ismail Kadare, c'est-à-dire pourquoi ça reste important, pourquoi ça a eu une signification particulière pour Kadare à l'époque où lui-même était écrivain en Albanie et où il devenait très compliqué de rester un écrivain sans être censuré par le régime, sans se compromettre avec le régime, etc. Et puis aussi dans l'histoire beaucoup plus contemporaine de Kadare, dans les années 2000-2010. Donc ça, c'est les 2 premières parties. Et la 3e partie, qui est beaucoup plus longue que les 2 premières réunies,
c'est une série de versions, c'est-à-dire d'hypothèses, de versions, de ce qui s'est vraiment passé, et c'est lié à des sources différentes, etc. 12 plus une, en fait, il y a une 13e version qui sert d'épilogue. Et donc voilà, donc c'était très curieux de lire ce livre, parce que c'est évidemment très très loin de mes préoccupations. Kadare était même tombé un petit peu en dehors même de mon champ de lecture, hein, depuis maintenant longtemps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'était assez étonnant comme livre, et ça m'a en fait vraiment fait regretter de ne pas avoir accompagné, suivi Kadare mieux, mais voilà, c'est comme ça. Je pense pas que je puisse lire un extrait de ce texte-là. J'ai noté un certain nombre de passages, mais c'est un peu difficile là aussi à extraire. Je commence un peu à fatiguer aussi. Donc voilà, ça finit un peu comme ça, en eau de boudin, mais voilà, c'est un texte, je suppose, le dernier livre publié d'Ismail Kadare, Dispute au sommet, investigation, et c'est paru chez Fayard, traduction j'ai encore oublié son nom, Teddy Papavrami. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai parlé 1h15, c'est long, c'est très très long. Moi-même, je commence à pas me sentir très bien, comme vous l'avez vu. Tiens, je vais recadrer sur France Nature Environnement, je vais recadrer aussi sur les livres dont on a parlé. Il n'y en a pas tant que ça, j'ai parlé de 9 livres, c'est peu. 75 divisé par 9, oui, ça veut dire qu'en moyenne, j'ai dû parler 8 minutes de chaque livre. Donc c'est évidemment pas assez de livres, ou c'est trop de temps par livre, je sais pas. C'était pour fêter la 100e de Je range mon bureau. Je ne sais pas s'il y en aura 100 de plus, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, on peut déjà se dire que, moi je peux me dire que Je range mon bureau, c'est arrivé jusque-là. C'est un seuil symbolique, hein. Je ne vais pas revenir sur la question de la fixette sur les chiffres ronds, d'autant qu'en fait c'est la 104e vidéo. Mais c'est arrivé jusque-là, ça veut dire que c'est quand même une sorte de contrainte à laquelle je me tiens, malgré tout. Parmi les chantiers qu'il faudrait que je puisse mener, c'est extrêmement fastidieux, chronophage, et puis c'est vrai que je me dis que ça serait très utile, mais j'ai pas le courage de m'y mettre parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Il faudrait qu'en fait que je fasse un index. C'est vrai que j'aurais dû le faire au fur et à mesure, mais plus je tarde à le faire, plus ça devient pénible, plus ça sera pénible, que je fasse un index pour pouvoir en fait retrouver. Parce que ça m'arrive de temps en temps de me dire, ah ben tiens, oui, ce livre-là, j'en ai parlé à tel moment, ou quand même je l'ai lu ce livre, tiens, c'était quoi déjà, ou qu'est-ce que j'en avais dit. Et en fait, je retrouve pas toujours très facilement la vidéo dans laquelle j'ai parlé de tel ou tel livre, parce qu'entre je rends des livres, le projet Pinger, les traductions improvisées, je range mon bureau, etc. Qu'à 1h45, maintenant on est à peu près autour de 700-750 vidéos, je crois. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc c'est comme ça. Bon, c'est la numéro 100. Je l'enregistre aujourd'hui, vendredi 9 juin 2023. Je ne sais pas si je vais la publier ce soir ou si je vais attendre demain. Bon, je ne sais pas. Bref, assez dégoisé.